Donc bonjour, bonjour à tous, bienvenue à l'IFTO, puisque nous sommes ce matin, enfin en tout cas ceux qui sont autour de cette table, on est à l'IFTO, qui est une école de production dans le domaine de la chaudronnerie aujourd'hui, qui a ouvert ses portes en septembre 2020 à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Donc aujourd'hui, on accueille trois promotions de jeunes, deux promotions qui sont en CAP, première année de CAP et deuxième année de CAP, et une promotion, celle qui est donc rentrée il y a un peu plus de 2 ans maintenant à l'école et qui est en première année de Bac Pro. Et nous aurons l'année prochaine l'ensemble du spectre avec ces jeunes qui sont en première année de Bac Pro, qui seront en deuxième année de Bac Pro et qui passeront leur bac professionnel. Voilà. Donc, en deux mots, mais si vous êtes là à nous écouter, c'est que vous savez déjà ce que c'est qu'une école de production. Une école de production, c'est à la fois un centre de formation, donc niveau CAP, et aussi Bac Pro pour les écoles de production qui en font le choix comme la nôtre, niveau CAP, puis Bac Pro, donc qui s'adresse à des jeunes qui sortent de troisième, qui ont 15 ans, et en même temps, c'est un centre de production, c'est-à-dire que l'école de, de Cholet fabrique au quotidien des produits industriels et donc nos jeunes apprennent leur métier en fabriquant des produits industriels. C'est ça la pédagogie et la grande originalité des écoles de production. Le deuxième point qui est très important, c'est qu'une école de production, elle ne fait pas que de la formation technique, elle est très attentive à la formation des jeunes dans leur ensemble, c'est-à-dire dans le domaine technique, bien sûr, dans le domaine académique, puisqu'on prépare à des CAP et des Bac Pro, mais aussi dans le domaine humain, culturel, sportif. Notre objectif, c'est de former des jeunes bien charpentés et auxquels on va donner une formation d'excellence dans tout le spectre de la formation. Voilà. Donc aujourd'hui, l'IFTO, c'est une trentaine de jeunes, hein, puisque une promotion dans une école de production, c'est 8 à 12 jeunes euh, par an, euh, par année de formation. Donc des petites promotions. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots en introduction. Merci beaucoup, Monsieur Bossin. On va donner la parole à Monsieur Patrick Carré, donc, qui est le directeur général de la Fédération nationale des écoles de production. Monsieur Carré, vous nous entendez? Je vous entends tout à fait. J'espère qu'il en est de même pour vous. Bonjour. Bonjour. Alors, la Fédération nationale des écoles de production regroupe aujourd'hui 56 écoles sur l'ensemble du territoire français, donc des écoles qui sont présentes dans les 12 régions de métropole. Je ne vais pas faire un historique trop long parce que ce qui vous intéresse, c'est aujourd'hui, mais c'est pour dire que cette pédagogie dont a commencé de parler Antoine Bossan, le président de l'IFTO, et qui va détailler un peu plus tard, elle existe depuis la fin du 19e siècle. La première école de production qui portait pas encore ce nom école de production, qui s'appelait Atelier d'apprentissage, a été créée en 1882 à Lyon, déjà sur le modèle de responsabiliser, faire pour apprendre, pour que les jeunes soient motivés dans leur apprentissage. Donc, ça s'est très peu développé jusqu'en 2018. Donc, vous voyez qu'on va gagner beaucoup de temps sur l'historique, puisqu'en 2018, il n'y avait qu'une vingtaine d'écoles de production sur l'ensemble de la France. Depuis 2018, il se crée à peu près une dizaine d'écoles de production par an. C'est pour ça qu'il y en a 56 aujourd'hui. 80% des écoles de production dispensent au moins une formation dans le domaine industriel. Alors, quand on dit industriel, je dois reconnaître qu'on va balayer un petit peu large. On va parler de l'usinage, on va parler de la chaudronnerie avec des soudeurs, par exemple, mais on va aussi inclure, nous, la partie métallerie, le bois. Et le bois, pour vous donner un ordre d'idée, il y a des écoles qui forment dans la menuiserie, c'est traditionnel, la construction bois, mais également pour former des scieurs. Il y a une école en France qui forme des scieurs, une deuxième qui va ouvrir dans le Morvan à la rentrée.
On a aussi des écoles dans la réparation automobile, dans la restauration, les travaux paysagers, l'électricité que j'ai oublié aussi de citer. Et nous sommes toujours prêts à accompagner des écoles dans des projets de métiers qui répondent aux besoins du territoire, puisque la fédération, sa mission première, au-delà de fédérer les écoles existantes, donc qui qui possèdent le label école de production. Ce label, il repose sur 8 critères, tels que la mise en situation réelle de production, accueillir les jeunes dès 15 ans, ça c'est très important, dès 15 ans, sans aucune sélection à l'entrée, si ce n'est la motivation. Donc, dès que les écoles respectent ces 8 fondamentaux, elles sont régulièrement auditées par la Fédération nationale, elles obtiennent le label école de production. À l'origine d'une école de production, c'est effectivement des convictions partagées entre 3 parties prenantes. La partie entreprise, la partie territoire et la partie structure qui s'occupe des jeunes et qui veulent trouver une solution pour les jeunes. Et quand ces 3 parties prenantes se parlent et expriment un besoin commun, côté entreprise, c'est d'avoir une main-d'œuvre qui soit opérationnelle, avec ce dont parlait Antoine Bossan, des jeunes qui ont été formés à un niveau de CAP ou un niveau de bac professionnel, mais avec l'exigence du monde professionnel. C'est aussi les territoires qui ont envie de fluidifier localement le flux entre les jeunes qui aujourd'hui ont peut-être des difficultés à s'épanouir et à apprendre dans un monde soit du lycée professionnel, soit des difficultés à trouver un contrat d'apprentissage, et puis ces structures qui accompagnent les jeunes, et on peut parler des associations sportives, on va parler des directeurs de collège ou de lycée qui doivent se préoccuper de jeunes qui ne s'épanouissent pas dans leur filière. Donc, dès que ces parties prenantes se réunissent, elles vont s'engager dans la mise en œuvre d'une école de production et nous, fédération, nous allons les accompagner. Antoine Bossan en parlerait nettement mieux que moi. Le chemin de création d'une école de production, c'est certainement entre 18 et 24 mois. C'est passer plusieurs étapes pour bien s'implanter sur le territoire. Une école de production, c'est réellement une réponse locale à des besoins de formation très opérationnelle en main-d'œuvre qualifiée. Et quand je dis très opérationnel, on va y revenir longuement dans ce webinaire, c'est bien de proposer à des jeunes d'apprendre un métier encadré par des professionnels du métier avec un niveau d'exigence qui est celui des professionnels locaux. Le jeune ne va pas être motivé pour une note, mais il va être motivé pour atteindre le niveau du monde professionnel qui est celui qui va l'embaucher à la sortie. Voilà les quelques mots que je pouvais dire sur la fédération, qui fait aussi la promotion du modèle, mais sans faire une promotion exacerbée du modèle. C'est quelque chose qui doit émaner réellement du local. Merci beaucoup. Je me tourne à nouveau vers Antoine Bossan. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide historique de votre école de formation? Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir créer cette école sur le territoire d'Espolé? Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la formation initiale telle qu'elle est enseignée en France? Alors, sur l'IFTO, ce qui m'a amené ici, c'est que moi, je suis un homme de ce territoire, même si je suis un marin à la base et que j'ai pas passé toute ma carrière professionnelle. En revanche, après avoir quitté la marine, j'avais envie de m'ancrer sur mon territoire et faire de la formation parce que c'est un sujet qui me passionne, et de la formation de jeunes en particulier. Donc, j'ai appris à connaître et j'ai rencontré les écoles de production qui étaient un modèle qui me paraît particulièrement adapté au monde industriel, parce que former des jeunes de 15 ans, eh ben, ce n'est pas vraiment la vocation d'un industriel. Ce n'est pas la même chose d'avoir
en alternance des jeunes de 15 ans ou des jeunes de 20 ans. Un gamin de 15 ans, il a besoin d'un vrai encadrement et c'est ça la force des écoles de production, c'est de proposer cet encadrement. En revanche, le jeune, il a besoin d'être mis au contact avec la vraie vie, avec la réalité, avec le monde industriel, qui est celui dans lequel ensuite il va s'exprimer. Et donc, c'est là aussi le grand plus d'une école de production, c'est qu'on est dans un milieu industriel et on fabrique au quotidien des produits industriels. Ça permet aux jeunes d'incarner leur action dans quelque chose qui existe, qui est vrai, qui s'intègre dans un processus industriel. Ce qu'ils font au quotidien est utile, sert à quelque chose. Et ça transforme leur vision leur vision des choses. Donc, ce modèle des écoles de production, moi, m'a paru particulièrement adapté, et en particulier au milieu industriel. Moi, je venais du monde naval, et on a des besoins en chaudronniers furieux dans le monde naval, sauf que ce n'est pas exclusif au monde naval, et c'est vrai pour l'ensemble du monde industriel. Et donc, la région était prête à nous soutenir à partir du moment où on s'installait à Cholet, puisqu'il n'y avait pas d'école de production à Cholet. Ça tombe bien. C'était l'endroit qui me convenait également. Et voilà, l'aventure est partie. Aujourd'hui, je dois dire que après pas loin de 3 années de fonctionnement, je constate tous les jours que ce modèle est un modèle qui correspond parfaitement aux besoins de nos jeunes, qui, pour un certain nombre, ne se retrouvent pas dans une formation académique et qui ont besoin de faire marcher leur cerveau et leurs mains ensemble au quotidien. Et ça répond aussi aux besoins des industriels, mais je laisserai Laurent Spire nous en parler après, parce que les industriels, ils ont aussi besoin de jeunes bien formés et dynamiques. Donc, mais je crois qu'au-delà du modèle des écoles de production, et c'était votre deuxième question, aujourd'hui, le point le plus important, c'est celui de la formation, et celui de la formation initiale. Parce que le mot d'ordre actuellement, c'est la réindustrialisation. On ne peut pas ouvrir une radio ou la télévision sans qu'on nous parle de réindustrialisation. Et ça, c'est bien, c'est même très bien. Mais réindustrialiser, c'est aussi avoir besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, d'ouvriers et de techniciens dans le domaine de la production. Parce que les bureaux d'études et les ingénieurs, c'est super et c'est particulièrement utile, mais sans techniciens sur le terrain, il ne se passe rien. Et aujourd'hui, quand il s'agit de recruter des chaudronniers, qu'est-ce qu'on fait? On va les chercher à l'étranger, on va les chercher chez le voisin, donc on se cannibalise, ou alors on va former rapidement des gens qui sont sur un autre métier ou qui n'en avaient pas et qu'on va former pour les mettre dans le domaine de la chaudronnerie. Enfin, tout ça, c'est bien, mais autant dire que tout ça ne se constitue pas des solutions de, de long terme. Et pourtant, moi, je prends un exemple très concret. Là, j'ai un camarade qui vient de passer 6 mois chez Piriou, chantier naval, pour trouver 200 chaudronniers. Voilà. Donc, il est allé les chercher dans les pays de l'Est, le machin. Voilà. Donc, il y a des besoins absolument considérables. Et ensuite, quand on se retourne chez nous pour regarder ce qui existe en matière de formation initiale, eh ben, pas grand-chose. Et alors, quand on se retourne effectivement et qu'on cherche ces filières de formation, ben, elles ne sont pas là. On forme éventuellement des gens de 18 ou 25 ans, mais des jeunes de 15 ans, dans ces domaines techniques, on les forme pas ou peu. En tout cas, ce n'est pas du tout l'objectif aujourd'hui de notre système de formation. Et alors, former au CAP, c'est former des jeunes de 15 ans. Former des jeunes de 15 ans sont des jeunes qui ne sont pas mobiles. Donc, il faut avoir des formations locales. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un maillage territorial important en matière de formation, parce qu'un jeune qui se forme à un CAP, il se forme à un CAP qui est au pied de chez lui, pas à 150 km.
Ça nécessite un fort encadrement parce qu'un jeune de 15 ans, c'est pas un jeune qui a 20 ou 25 ans, c'est quelqu'un qui a besoin d'être encadré, sinon on se disperse énormément. Donc, mettre en place une formation initiale dans les domaines techniques, c'est forcément quelque chose qui coûte cher parce qu'il faut mailler le territoire et il faut mettre un encadrement fort. Et aujourd'hui, eh ben, je ne crois pas qu'on ait fait en France ce pas et en tout cas cette prise de conscience. Et le mot d'ordre, le motto en matière de formation en général et de formation initiale, c'est l'alternance. Et moi, je ne crois pas du tout que ce soit un dispositif qui soit toujours adapté à des jeunes de 15 ans. Parce que quand on donne, avant tout mouvement, de l'argent, puisque c'est ça la formation à l'alternance, et c'est très bien, et ça peut répondre à un certain nombre de besoins, mais quand on fait ça avec des gamins de 15 ans qui sont immatures, eh ben, je ne crois pas du tout qu'on leur donne un message adapté à leurs besoins. Les jeunes de 15 ans, ils doivent aujourd'hui rentrer dans un dispositif de formation qui soit à la fois qui les mette en confiance et à la fois qui soit un dispositif exigeant. Et, euh, et ce dispositif qui est très attractif pour les jeunes de l'alternance, où effectivement ils vont être rémunérés, c'est un dispositif, quand vous avez affaire à des enfants qui ne sont pas très matures, qui peut être tout à fait contre-productif. Et donc, aujourd'hui, toujours est-il qu'on se retrouve avec un dispositif de formation qui est coûteux, mais qui ne nous permet pas de mettre en place des formations initiales qui sont adaptées aux besoins. Et c'est beaucoup de temps perdu et d'argent gaspillé, parce que un jeune aujourd'hui qui souhaite faire un CAP, d'abord on ne l'y encourage pas, et ensuite il va faire un CAP au pied de chez lui, qui n'est pas forcément un CAP qui correspond à ses besoins, ce qui fait qu'on se retrouve, in fine, avec des jeunes qui ont une vingtaine d'années et qui n'ont toujours pas de formation qui correspondent à leurs désirs, et qu'on va finalement auquel on va faire une qualification professionnelle rapide avant de l'envoyer dans les entreprises, essayer de répondre aux besoins. Donc, on a un système qui est globalement dysfonctionnel. Donc, dans cette présentation qui n'est pas formidable de notre dispositif de formation, effectivement, on a des écoles de production qui répondent à un certain besoin, qui est celui de cette formation initiale dans le milieu professionnel et dans le milieu industriel. Mais je pense qu'au-delà du sujet des écoles de production, qui permet de répondre partiellement, parce que c'est une petite filière aux besoins, on a vraiment la nécessité de réfléchir à comment est-ce on apporte une réponse aux jeunes en souffrance aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ont 15 ans, qui sont dans le dispositif général de l'éducation nationale et qui souffrent parce que ce dispositif ne correspond pas à leurs besoins. Et comment est-ce qu'on met en place des filières adaptées aux besoins des industriels, parce que il y a des besoins considérables dans le domaine de la chaudronnerie, dans le domaine de l'usinage, dans le domaine de la plasturgie, enfin dans tous les domaines industriels. Ces formations sont sinistrées. Et donc l'urgence, c'est de réfléchir à ce que signifie la transmission pour nous, et qu'est-ce qu'on met derrière ce terme et où est-ce qu'on veut aller. Et aujourd'hui, la réponse qu'on apporte avec l'alternance n'est pas une réponse adaptée à des jeunes de 15 ans. Et le modèle des écoles de production est un modèle intéressant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le promeut, mais il ne permet pas, à ce stade, on pourra en reparler après si vous le souhaitez, de couvrir l'ensemble du territoire. Voilà. Et alors, je pense que
faire la transition en passant la main Non, vous avez une question à me poser Oui, avant? j'ai une Bon, question à vous poser. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous dire quelle est la journée type d'un jeune qui est dans une école de production? Je rappelle, je ne sais pas si vous l'avez dit, que votre école donc, est spécialisée dans les métiers de la chaudronnerie et bientôt vous ouvrez une formation dans les métiers de la maroquinerie. Donc, quelle est la journée type? Quel est le contenu en enseignement? Alors, il y a pas de journée type, il y a, je dirais, une semaine type. C'est-à-dire que déjà, un jeune, il passe 60% de son temps en atelier. Donc, il est pris en main par les maîtres professionnels, qui sont donc les, les formateurs dans le domaine technique pour le jeune, qui sont des gens qui sont issus du monde industriel et qui avaient de l'appétit pour la formation, pour la transmission. Et donc, grâce en particulier avec le soutien de la Fédération nationale des écoles de production, on forme pardon, dans le domaine pédagogique, mais à la base, ce sont des professionnels du milieu. Donc, de la chaudronnerie, si vous êtes dans une école de chaudronnerie, de l'usinage, si vous êtes dans une école d'usinage, etc. Mais c'est toujours le même modèle. Donc, 60% du temps, ils sont avec leur maître professionnel dans l'atelier et ils apprennent le métier en fabriquant des produits industriels. Ce qui veut dire que ils commencent avec des choses simples et puis ensuite, et donc ça c'est l'alchimie des écoles de production, il faut arriver à avoir des commandes auprès de nos partenaires industriels, des commandes qui permettent petit à petit de monter en gamme de façon à ce que le jeune apprenne son métier et fasse des choses de plus en plus complexes. En même temps, et c'est très intéressant d'avoir tout un panel d'industriels qui nous apportent des commandes, c'est que justement, ça permet de toucher des choses très, très différentes, des choses simples, des choses complexes, mais on va travailler sur de l'acier, de l'acier de faible épaisseur ou de l'acier plus épais, on va travailler sur de l'inox, on va travailler sur de l'alu. Enfin voilà, donc ça permet d'avoir vraiment un très large panel. Et ensuite, c'est aux maîtres professionnels de s'adapter en fonction du groupe de jeunes auxquels ils ont affaire pour les faire progresser dans leur technicité. Donc ça, 60% du temps, ils sont dans l'atelier. Alors, ils sont dans l'atelier, mais ils sont toujours en formation, ce qui veut dire que le maître professionnel, de temps en temps, il s'arrête et puis il va récupérer ses gamins pour les mettre dans la salle dans laquelle on est aujourd'hui, pour recadrer, parce qu'il y a des choses qui méritent d'être précisées, où il y a un petit point technique qui doit être rappelé et puis on repart ensuite en atelier. Et puis les 40 autres pourcents du temps, les jeunes font de la formation académique qui correspond aux besoins pour passer leur CAP et leur Mac Pro. Donc, ils sont formés dans le domaine de français, maths et sciences, langue étrangère, enfin de l'anglais, et du sport. Enfin, voilà, comme tous les jeunes qui sont en CAP ou en Mac Pro, sauf que on est dans une école de production avec le motto des écoles de production qui est faire pour apprendre. Et donc, on essaye en permanence de contextualiser de ce qu'on fait. Et donc, quand vous faites des mathématiques, les mathématiques qu'on va faire, on va les faire en lien direct avec ce qui se passe dans l'atelier. Et on ne va pas vous apprendre Pythagore pour vous apprendre Pythagore. Le moment où on vous apprend Pythagore, c'est parce que on va apprendre dans l'atelier, dans la foulée, à l'utiliser et vice-versa. C'est parce qu'on en avait besoin dans l'atelier que, hop, on va leur donner les outils en cours de maths pour leur permettre de progresser. Même chose quand vous faites du français, on essaye de faire des choses qui sont adaptées aux besoins du jeune dans ce qu'il fait. Et donc, on lui fait rédiger des choses très simples sur par exemple, qu'est-ce qu'il a appris dans sa semaine. Mais l'important, c'est d'avoir un début, un milieu et une fin, de construire son discours et de faire quelque chose qui soit dans un français convenable, pas bourré de fautes d'orthographe, avec des idées qui s'ordonnent. Et tout ça, on peut le faire
sur des choses qui sont en lien avec son quotidien et qui lui parlent. Voilà. Donc, comme on dit aujourd'hui, on essaye de contextualiser les contenus de formation. Et puis, l'IFTO, au-delà d'être une école de production, c'est aussi un internat. Tous les jeunes qui sont chez nous sont internes. Et l'internat, ça permet en particulier de former le jeune dans tous les domaines auxquels on n'a pas toujours le temps de le former. En particulier, il va faire du sport et du sport, je ne sais pas s'il fait du sport à haute dose, mais enfin, tous les soirs, il fait du sport. C'est également l'accès à la culture, à la lecture, au théâtre, à la prise de parole. C'est l'apprentissage de la vie, de la vie en communauté. Enfin, voilà. Et donc, on essaye de leur donner une charpente euh, euh, dans ce qu'on disait tout à l'heure, un peu tout le spectre, hein, pour en faire des hommes et des femmes voilà, bien charpentés et bien prêts à euh, croquer, croquer la vie. Et c'est aussi ce qui est important, bon, c'est ce qu'on appelle le savoir-être, mais c'est aussi leur donner les codes pour se comporter en, en communauté, pour se comporter demain, en particulier dans le milieu industriel. Donc, voilà, je vais dire pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Nous accueillons Laurence Pire, donc, bonjour, qui est directeur d'usine chez Mécaterm et qui donc fait appel à l'école de production pour réaliser certains types de biens. Donc peut-être vous pouvez présenter Mécaterm et ensuite nous raconter qu'est-ce qui vous a mené à faire appel à l'école de production pour certains types de biens que vous fabriquez. Oui, bonjour à tous. Alors, Mécaterm est un concepteur fabricant de lignes automatisées de machines pour la boulangerie industrielle. Donc, pour le secteur de la boulangerie industrielle, nous ne sommes pas boulangers, nous sommes mécaniciens, automaticiens avant tout. Société française, basée, le siège social est basé à Strasbourg, et une usine secondaire basée dans le Maine-et-Loire, donc dans la zone, on va dire, de Cholet, à 25 km de Cholet. Nous sommes d'abord des concepteurs, donc beaucoup de personnes travaillent chez nous en bureau d'études, et puis des assembleurs et des installateurs de nos propres productions, de nos lignes. Et nous avons perdu le lien il y a quelques années avec le monde de la sous-traitance industrielle, puisque historiquement, Mécaterm produisait ses propres pièces, pour ses propres conceptions, pour ses propres machines. Et petit à petit, cette production a été externalisée auprès d'un panel de fournisseurs plutôt français. Mais on a perdu le lien entre les bureaux d'études et les sociétés de fabrication, donc de transformation notamment du métal, en usinage, en chaudronnerie, en tôlerie. Et on a souhaité se rapprocher, sans forcément réinternaliser ces métiers-là chez Mécaterm, on a souhaité à un moment donné se rapprocher de ces métiers-là pour rapprocher nos bureaux d'études et faire en sorte que nos bureaux d'études, notamment, retrouvent le contact avec la réalité des ateliers de production. Et c'est comme ça, c'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré l'IFTO au moment de la création de l'IFTO, il y a 2 ans et demi. Nous avions été invités à l'inauguration et nous avons été assez rapidement séduits, même tout de suite séduits, à la fois par le modèle et, parce que c'est aussi une question de femmes et d'hommes, par l'équipe qui engageait ce projet, qui faisait preuve d'un dynamisme et d'une envie assez exceptionnelle. Voilà, on ne retrouve pas forcément dans l'enseignement plus conventionnel. Il y avait un côté très familial aussi. M. Bossan parlait de l'internat. On sent que l'IFTO, c'est, en plus d'être un centre de formation, en plus d'être tourné extrêmement vers l'industriel, qui sera quelque part entre guillemets, l'utilisateur final du jeune qui va être formé. Il y a un côté très familial, notamment au travers de cet internat, où chaque jeune est connu, chaque jeune a sa place dans des petits groupes. Voilà, une promotion d'une douzaine d'élèves, c'est exceptionnel pour apprendre et c'est exceptionnel pour créer un lien et pour exister au sein de ce groupe. C'est beaucoup plus facile. Et puis l'accompagnement par l'internat, j'entends souvent parler de Jean-Marc, qui est un des piliers de l'école, un des fondateurs, qui est l'encadrant du soir et qui, quelque part, crée aussi cette cohésion de groupe, puisque les jeunes aussi, c'est ce que je leur ai dit, c'est que
souvent, en tant que chaudronnier, vous ne travaillerez jamais tout seul parce que les pièces sont grosses, les pièces sont lourdes. Les techniques que vous allez mettre en œuvre peuvent nécessiter les compétences de votre collègue. Et donc, on sent qu'il y a aussi, en plus d'individus qui sont en devenir, des individus qui ont envie de travailler en groupe. Et notamment, l'IFTO appuie beaucoup sur cette notion de groupe et cette cohésion. Merci. J'ai une question. Comment, du coup, vous passez commande à l'école de production? De manière tout à fait classique. Je dirais, même si on sait quelque part que l'IFTO, c'est un centre de formation et que ça doit être traité un petit peu différemment de nos fournisseurs habituels, on travaille avec l'IFTO comme on travaille avec tous nos fournisseurs. Et c'était aussi quelque part un deal avec l'IFTO, c'est que l'école voulait absolument que les jeunes soient dans une situation de relation et de contexte professionnel, donc avec les mêmes niveaux d'exigence, ils reçoivent une commande avec une quantité, des références, des cahiers des charges, des attendus. Et comme tout fournisseur, ils reçoivent un remerciement quand c'est bien fait, mais ils reçoivent aussi un rapport de non-conformité quand il y a une erreur. Ils reçoivent aussi une relance quand il y a un retard. Euh, voilà. C'est une relation tout à fait classique, tout en sachant qu'on a une forme, on va dire, de tolérance de compréhension que ça ne peut pas toujours fonctionner exactement comme une entreprise, mais dans l'ensemble, c'est géré comme une relation très contractualisée avec un fournisseur classique. Sur ce sujet-là, nous, ce qu'on aime à dire, c'est qu'on n'a pas de clients, on a des partenaires. Oui. Mais on a des partenaires, non pas sur la qualité du travail, parce que là, de toute façon, il ne va pas revenir. Hein. Si le travail est mal fait et que ça correspond pas au cahier des charges, et que c'est le merdier, ni dans les temps, ni en qualité, et l'industriel ne reviendra pas. En revanche, là où on a besoin d'un partenaire, c'est dans la compréhension de notre besoin d'école. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si on nous donne que des garde-corps à faire, dire nos jeunes, ils ne vont pas apprendre leur métier de chaudronnier. Donc, on a besoin que les jeunes puissent se former dans tout le spectre du métier de chaudronnier. Donc, c'est là où il y a un dialogue qui peut et qui doit se mettre en place avec l'industriel, c'est de dire, bon, ben, là, j'aurais besoin de formage, parce que, voilà, est-ce que tu aurais plutôt des trucs, voilà. Et donc, c'est ce dialogue-là qui peut se mettre en place et que les industriels comprennent tout à fait et sont prêts à nous suivre et à essayer justement de nous donner des produits qui montent en gamme et ils sont assez compréhensifs de ce point de vue-là et c'est en ça que sont des partenaires. En revanche, quand ils nous donnent un produit à fabriquer et qu'il y a un cahier des charges et un calendrier de livraison, là, on se doit d'être irréprochable. Et si on ne l'est pas, on réagit avec nous comme on réagit avec un autre sous-traitant. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur du nombre de produits que vous faites fabriquer pour avoir une idée un peu? Est-ce que ce sont plus des petites séries? Alors, la caractéristique justement de Mécatherm, c'est de produire des machines qui sont sur mesure, des lignes automatisées qui sont sur mesure, puisqu'on fabrique environ 30 à 40 projets par an. Donc, c'est très customisé, même si ça reste toujours sur le cœur de métier qui est des lignes automatisées pour la boulangerie industrielle. C'est très, très customisé parce que vous avez des lignes qui vont partir à l'autre bout du monde pour faire de la brioche, mais qui peuvent partir aussi en Vendée. Le centre mondial reconnu pour la brioche, promotion au passage pour la région, mais on peut faire aussi des lignes pour les baguettes, des lignes pour le pain de mie pour les États-Unis, comme une ligne pour faire des biscottes en Chine. Donc, chaque client, on va dire, a une typologie, un besoin, on va dire, dans son projet qui est différent, et donc chacune de nos machines sont très customisées. Donc, on va plutôt sur un type de production qui est assez unitaire, en tout cas de toute petite série, et ça fait tout son sens de faire appel, dans ces cas-là, à de la main-d'œuvre humaine. Voilà. On ne peut pas remplacer, dans ces cas-là, sur une production unitaire, le savoir-faire et l'intelligence du chaudronnier par une production tout automatisée et mécanisée. Donc, ça fait tout son sens aussi d'entretenir quelque part ce savoir-faire. Si on peut l'avoir en France, c'est parfait. Justement, c'est nous, en tant qu'industriels français, on va avoir tendance à favoriser ce développement des compétences en France
et de participer de la manière à la réindustrialisation du pays. Et puis, je dirais, je l'avais quantifié. Aujourd'hui, quand on regarde un peu la quantité d'achat que nous faisons auprès de nos chaudronniers français, on a estimé que ça représentait à peu près 80 équivalents temps plein. Donc, ça prend tout son sens. C'est-à-dire qu'on a beau être concepteur et installateur de lignes automatisées, on se doit de s'intéresser à ce métier de la chaudronnerie. C'est d'où le rapprochement avec l'IFTO, puisqu'on estime qu'on embauche chez nos fournisseurs, on fait travailler à peu près 80 chaudronniers l'année en permanence. Donc, ça a tout son sens de s'intéresser à ce métier et la façon dont on doit former ces gens-là, parce que même si finalement, on n'embauchera peut-être jamais de chaudronniers sortant de l'IFTO, on va pouvoir déjà se proposer, on va dire, en faire la promotion auprès de nos sous-traitants partenaires. Mais si demain, nos sous-traitants partenaires disparaissent faute de main-d'œuvre, qu'est-ce que nous devenons? Nous n'allons pas vendre du vide, nous n'allons pas vendre. On peut parler, à une époque, c'était à la mode, l'industrie sans usine. Moi, j'y crois pas. Et justement, en aidant l'IFTO, en passant des commandes à l'IFTO, et comme le disait M. Baussan, en réfléchissant aux thèmes de travail que nous pouvons donner aux élèves de l'IFTO, on favorise quelque part cette industrialisation et ce maintien des compétences à proximité. Et du coup, le modèle de l'école de production, c'est une participante qui pose cette question. Est-ce que ce modèle permet de répondre, en tout cas en partie, aux problèmes de sourcing, d'approvisionnement que les industriels peuvent rencontrer? Alors, je dirais dans l'immédiat, non. C'est-à-dire qu'en venant à l'IFTO, on ne venait pas chercher un fournisseur. Le fournisseur, il existe. Et voilà. En venant à l'IFTO, c'était d'abord encourager la formation, permettre le développement d'une école qui, moi, m'a séduit dans son modèle. Et c'était en même temps produire. Et en même temps, développer une source supplémentaire d'approvisionnement. Ce n'était pas le principal objet, évidemment. Et heureusement. Sinon, on aurait fait une démarche d'achat tout à fait classique en allant sur les salons professionnels, etc. Non, là, c'est un achat qui a du sens, en fait. C'est un achat qui est tout à fait, on va dire, compétitif sur le marché, mais qui a du sens. C'est-à-dire qu'on sait derrière qu'on donne du travail à des jeunes, on leur permet d'apprendre, on leur donne des vrais thèmes qui sont concrets et qui ont une réalité. Et à chaque fois que moi je suis venu à leur rencontre ou que eux sont venus aussi à notre rencontre, puisqu'ils sont venus parfois livrer leur propre production, c'est l'occasion. Voilà. Ah, tiens, mais c'est la pièce que j'ai produite que vous êtes en train de travailler dans votre atelier. Quand je suis venu leur montrer aussi des vidéos d'installation Mécatherm, ils cherchaient les pièces qu'ils avaient eux-mêmes travaillées en atelier. Donc, pour rejoindre ce que disait M. Baussan tout à l'heure, c'est que ça leur donne du sens. Ils savent pourquoi ils le font. Ce n'est pas un TP, tout ce qui est plus classique, et puis qui va finir au fond d'une benne ou au fond d'un tiroir. C'est quelque chose qui va servir. Et demain, ils le retrouveront sur des vidéos YouTube de ce qu'on fait, ou tout simplement, ils vont pouvoir le constater dans nos propres ateliers. Ou peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de les emmener en visite chez nos propres clients, et ils verront certaines de leurs pièces qui sont en mouvement, qui sont utilisées au quotidien. Ça, je crois que ça. J'ai vu, en tout cas dans leurs yeux, que ça avait quelque chose de différent. Ça suscitait quelque chose de différent, parce qu'ils voient quelque part la concrétisation de leur travail. De toute façon, comme le dit M. Spire, dans une école de production, on n'a pas 2 sur 20, 9 sur 20 ou 18 sur 20. On fabrique une pièce qui est conforme ou qui ne l'est pas. Donc, on se fait tirer les oreilles parce que c'est pas bon, ou alors il faut reprendre le travail après. Mon livre. Mais voilà, on est juste dans la vraie vie. Et ça, c'est quand même important pour nos jeunes. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à M. Carré. Quels sont les principaux enjeux pour les 5-10 prochaines années en matière d'école de production au niveau national? Alors, les enjeux, je vais dire que c'est de continuer d'accompagner tous ceux qui, comme on vient de l'entendre, ont envie de proposer une formation, un modèle de formation opérationnel, concret et local. Vous avez peut-être lu, on avait une vision d'avoir une centaine d'écoles de production sur le territoire national d'ici 2028. Est-ce que c'est un objectif réaliste? Est-ce que ça correspond à la réalité du terrain? Aujourd'hui, il y a des besoins. Si l'école de production permet d'y répondre,
on accompagne. Aujourd'hui, les écoles de production sont des écoles techniques privées hors contrat, mais qui sont reconnues par l'État. Quand je dis reconnues par l'État, elles sont inscrites dans la loi depuis 2018, reconnues en tant que telles. Elles sont donc inspectées par l'Éducation nationale, qui accorde une reconnaissance aux écoles. Elles sont soutenues financièrement par l'État via le ministère du Travail annuellement, une fois qu'elles sont reconnues par l'Éducation nationale. Elles sont également soutenues par les régions. Toutes les régions dans lesquelles sont implantées les écoles de production soutiennent les écoles de production. Et puis, je lisais dans le chat les questions sur le modèle économique. Donc là, vous avez déjà une partie de la réponse avec le soutien de l'État, le soutien des régions. Et puis, vous l'avez compris, la production qui est vendue au prix du marché. Quand c'est de la sous-traitance, c'est le prix de la sous-traitance pour ne pas faire de concurrence déloyale. Et cette partie-là représente une partie importante de l'équilibre. Ça tourne autour de 30%, un tiers des ressources qui provient effectivement de la partie privée, donc de la vente, qui n'a pas pour un objectif de générer du bénéfice, mais en tout cas de valider, comme ça vous l'a été exprimé, la qualité de la production réalisée par les élèves. Et pour eux, pour les élèves, eux, c'est la satisfaction, c'est leur motivation de se dire ce que je vais faire, ça sert à quelque chose. Quand après ils visitent l'entreprise et qu'ils cherchent la pièce qu'ils ont réalisée, savoir où elle est dans la ligne de production, c'est la vraie fierté qu'ils peuvent avoir. Donc, les ressources qui proviennent donc de l'État, des régions et aussi de la production vendue, également de dons éventuellement. Pour la partie investissement, ben, ça peut être des soutiens des entreprises, de certaines fondations qui vont aider au financement des investissements qui sont conséquents, hein, puisque vous avez compris que dans une école de production, on va reproduire à l'identique le parc machine du domaine dans lequel on intervient. Donc, ce qu'on trouve à l'IFTO, par exemple, correspond à une entreprise qui forme en chaudronnerie et maintenant en textile aussi, puisqu'il y a une section en textile. C'est de continuer, nous, notre mission, c'est de faire reconnaître de plus en plus les écoles de production et, entre autres, d'identifier cette voie de formation le plus tôt possible. Quand je dis le plus tôt possible, les jeunes sont accueillis dès 15 ans, donc dès le collège, il faut qu'ils soient informés de l'existence de cette formation et il faut qu'ils puissent venir faire des stages de découverte, parce que ça, c'est la clé aussi, une des clés pour faire découvrir une formation, un métier et un mode d'apprentissage. Donc, un jeune, avant de rentrer dans une école de production et de suivre sa formation de CAP et de Bac Pro, eh bien, il va venir passer généralement une semaine dans l'école pour vivre la vie d'élèves de première année ou de deuxième année pour voir si effectivement ce métier lui correspond et si le fait d'être très acteur de sa formation en étant 24 heures par semaine, parce qu'une semaine en école de production, c'est 35 heures par semaine. C'est l'intégration progressive au monde professionnel. Donc, c'est 35 heures par semaine. Et sur ces 35 heures, c'est 22 à 24 heures dans l'atelier. Donc, il faut voir si le jeune peut s'épanouir, peut se révéler dans cet apprentissage-là. Et dernière chose, c'est aussi de confirmer, en poussant ce modèle, de confirmer que le maître professionnel qui gère le groupe, il gère des petits groupes pour pouvoir consacrer son attention, des petits groupes de 10 à 12 jeunes. Vous parlez d'identifier la voie de formation au niveau collège. On a une question d'un participant. Quelles sont les relations avec l'éducation nationale entre les écoles de production et parce que, effectivement, pour que les jeunes puissent identifier les écoles de production comme une voie possible, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait du côté de l'éducation nationale. Alors, le travail, il doit être fait à deux niveaux. Il doit être fait par la fédération
au niveau national, et c'est ce que nous mettons en place pour aujourd'hui, on a un principe d'inspection des nouvelles écoles pour qu'elles puissent être reconnues. Donc, on définit le cadre de l'inspection, on accompagne, nous, les écoles pour qu'elles puissent passer cette étape qui est ô combien importante, puisque derrière le financement délivré par le ministère du Travail pourra se mettre en œuvre. Donc, nous, on mène ces relations. Les écoles de production, aujourd'hui, je vais même plus parler du ministère de la formation professionnelle, le ministère de Madame Grandjean, plus que du ministère de l'Éducation nationale, qui prend les écoles de production dans son scope, au même titre que les lycées professionnels, au même titre que l'apprentissage. Et je vous disais à 2 niveaux, donc ça c'est au niveau national, et après il y a au niveau local, pour que l'école, elle est ouverte évidemment aux entreprises, mais elle est ouverte à tous ceux qui veulent venir voir. Et les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent venir dans l'école de production, s'assurer que les jeunes sont bien pris en charge et que nous les préparons bien avec notre pédagogie spécifique. Ça, c'est ô combien important, mais nous les préparons bien au diplôme de l'éducation nationale. Je vais, sans aller trop dans le détail, je ne veux pas perdre tout le monde, il y a un référentiel pour présenter un diplôme de CAP. Ils sont préparés à ce référentiel-là. Par contre, ils ne sont pas préparés avec le chemin peut-être plus linéaire de l'éducation nationale. Ils sont préparés avec cette pédagogie adaptée qui met une importance donnée parce que les professionnels le demandent, les jeunes l'apprécient à la partie atelier, à la partie production, mais en tout cas, ils seront accompagnés pour préparer et réussir, puisque les taux de réussite aux examens du CAP ou de Bac Pro, si je prends les chiffres de 2022, ils étaient de 90%. Et en moyenne, c'est ce qui a été observé sur les 10 dernières années. Donc, les résultats aux examens sont bons, ça veut dire qu'ils sont bien préparés, avec une méthode, certes, adaptée, pédagogie adaptée, c'est ce qu'inscrit le texte de loi. Quand je dis pédagogie adaptée, il y a attention, excusez-moi, des PFMP, des périodes de formation en milieu professionnel qui doivent être réalisées dans les écoles de production. Ces périodes en milieu professionnel peuvent être réalisées au sein de l'école de production, puisqu'on retrouve le contexte de l'école de production. Donc, les relations, elles sont à tous les niveaux. Alors, si je peux vous compléter, ce matin, notre directeur n'est pas avec nous, parce qu'il est avec l'inspectrice générale de l'éducation nationale qui est dans nos murs et qui viendra peut-être déjeuner avec nous après. Donc, on a des relations au quotidien avec l'éducation nationale. Donc, après, ce sont des relations d'hommes et de femmes. Donc, ça va dépendre de la région dans laquelle vous êtes et machin. Donc, voilà, il y a ici, touche du bois, ça se passe plutôt bien. Ce qui est plus compliqué pour nous au quotidien, c'est de pénétrer, entre guillemets, dans les collèges. Donc, c'est pas tant les relations avec l'éducation nationale en tant qu'école de production. Voilà, on s'inscrit dans un schéma qui parfois reste encore à préciser parce que pour un certain nombre de gens d'inspecteurs, les écoles de production, c'est encore un truc un peu nébuleux et ils projettent sur les écoles de production ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire le lycée professionnel et puis les CFA. On n'est ni l'un ni l'autre, donc il faut qu'ils arrivent à bien comprendre ce que c'est qu'une école de production. Donc, c'est pas instantané, mais bon, on va y arriver. En revanche, une des difficultés dans nos relations au quotidien avec l'éducation nationale au sens large, c'est comment on arrive à faire connaître aux jeunes qui aujourd'hui sont en troisième ou en quatrième que l'école de production existe, que ça représente quelque chose d'assez nouveau, puisqu'on voit bien que voilà, hein, le modèle il est en expansion et qui peut les intéresser. Ça, c'est une difficulté parce que l'éducation nationale, elle n'est pas très ouverte de ce point de vue-là. Si on reste sur la question des enjeux, Monsieur Bossan, pour vous, quels sont les principaux
principaux enjeux? Quelles sont les principales tensions démographiques auxquelles vous Donc, devez faire face? les enjeux principaux, là, pour moi, enfin, il y en a plein hein, d'enjeux, mais il y en a deux qui sont particulièrement forts. C'est celui du recrutement, justement. Comment est-ce qu'on fait pour que les jeunes qui sont en quatrième ou en troisième soient, et leurs parents connaissent ce modèle et soient convenablement informés. Ça, c'est le premier enjeu. Bon, il y a l'enjeu, mais je vous en ai parlé un peu longuement tout à l'heure sur celui de la transmission. Bon, ça, c'est un enjeu qui me dépasse et qui me dépasse moi aussi, mais qui me paraît absolument indispensable de réfléchir sur ce qu'on veut faire. Parce que, bon, mais donc au-delà de cet enjeu de transmission, il y a celui du recrutement et ensuite il y a celui du modèle économique et donc du financement des écoles de production. Comme l'a dit Patrick Carré, il y a une part du financement qui repose sur la production, et l'objectif étant d'avoir un tiers du budget de l'école qui soit financé par la production. Et puis ensuite, donc on est financé par l'État et par les régions. Et là, on se trouve dans une situation qui va être différente en fonction des régions, parce que toutes les régions ne gèrent pas les écoles de production de la même façon, mais elles sont toutes confrontées à la même situation, c'est-à-dire qu'elles sont intéressées par le modèle des écoles de production, mais c'est un modèle qui est en expansion. Et donc, qui dit modèle en expansion, dit besoin financier en expansion. Et, euh, et là, les régions, elles trouvent que le modèle est super, mais quand le modèle financier est en expansion, là, elles sont vachement moins intéressées. Donc il y a un vrai sujet. Et donc, un tiers, on le finance sur la production, mais ça veut dire qu'il y a deux tiers qui restent à financer. Bon. Donc, Patrick l'a dit, il y a l'État, il y a les régions, il y a les agglomérations, il y a un bout de taxe d'apprentissage qui peut permettre aussi de… Voilà, il y a des dons, des machins. Mais voilà. Donc, il y a ce sujet-là qui est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas y répondre uniquement à la petite semaine en disant « Ah bah oui, alors cette année, je vais faire un effort, mais l'année prochaine, on verra, etc. » C'est pour ça qu'il faut avoir une vraie réflexion globale sur qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Mais donc, ce sujet-là, pour moi, est une vraie préoccupation. On a plusieurs questions sur, on va dire, le territoire choletais. On vous demande comment est de l'offre de formation en lycée professionnel sur le territoire autour de Cholet et, et à combien estimez-vous le nombre d'industriels locaux prêts à passer des commandes dans votre école? Bon, alors, donc, le territoire, il y a plusieurs… Enfin, en matière de formation professionnelle, il y a des lycées professionnels, voire des lycées professionnels importants. Il y a des MFR, des maisons familiales rurales, qui aussi font de la formation professionnelle. Et puis, il y a il y a les CFA. Alors, toutes ne font pas de la formation professionnelle dans des domaines industriels. Beaucoup font de la formation professionnelle, soit dans des métiers tertiaires, soit dans des métiers artisanaux, mais pas forcément dans les métiers industriels. Et donc, quand on regarde les formations professionnelles dans les métiers industriels, alors là, ça se réduit curieusement. Donc, le fait qu'il y ait des métiers, enfin des lycées professionnels ou des CFA sur le territoire ne donne pas une idée forcément exacte de… Voilà. Et vers le monde industriel, il y a un vrai sujet. Ensuite, votre deuxième question, c'était quel est le nombre d'industriels qui seraient susceptibles d'eux? Bon, il est innombrable. Enfin, aujourd'hui, d'abord, le tissu industriel de Choletais, enfin, autour du Choletais, c'est, pour les gens qui connaissent un peu, c'est le Cholet, les Mauges, Nord-de-Sèvres, Nord-Vendée. Voilà. Donc, on a un bassin économique qui n'est pas uniquement le Choletais.
Et ce bassin économique, il est marqué par une furieuse présence de PME, PMI. Donc, beaucoup d'entreprises dynamiques de taille moyenne et qui sont toutes confrontées à des problèmes de recrutement, de recrutement. Donc, toutes ces entreprises-là, dès lors qu'elles rentrent en contact avec nous, elles sont assez réceptives, elles sont réceptives à notre modèle, elles sont intéressées et donc beaucoup sont prêtes à passer le pas. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas de difficulté à trouver, si, touche du bois, mais à trouver du travail de sous-traitance pour faire tourner notre atelier. C'est pas ça le sujet. Voilà. Et vous diriez qu'au départ, pour lancer l'école de production, vous avez une sorte de nombre minimum à avoir parce Alors d'abord, les gens, parce que vous allez voir des gens en leur vendant la lune, et donc ils sont intéressés, ils vous disent on va vous suivre, etc. Bon, in fine, les gens qui sont là aujourd'hui ne sont pas ceux qui m'avaient dit on va vous suivre et qui avaient même fait des courriers en disant nous serons à vos côtés. Il y en a un certain nombre qui sont effectivement là et d'autres qu'on n'a jamais revus. Et puis voilà. En revanche, voilà, on a découvert d'autres industriels qui sont intéressés, qui nous en ont ramené d'autres. Enfin, après, on construit son petit écosystème. Voilà. Et donc, bon, c'est pas très grave, mais il faut avoir, je ne sais pas, aujourd'hui, combien on a d'entreprises partenaires. Je dirais qu'on a une quinzaine d'entreprises qui nous apportent du travail de façon récurrente. Voilà. Sur ces 15-là, il y en a une dizaine qui nous apportent des contrats, c'est-à-dire en continu, c'est-à-dire dès qu'on en arrête un, il y en a un nouveau qui arrive. Enfin voilà. Donc, donc on a une quinzaine d'entreprises très fidèles, peut-être un peu plus. Et puis d'autres qui sont plus épisodiques. Et ce qu'on remarque, c'est que l'épisodique a plutôt tendance à se pérenniser. C'est-à-dire que le nombre d'entreprises fidèles grossit petit à petit. Voilà. Donc, mais pour pouvoir commencer, il faut avoir au moins une dizaine d'entreprises qui sont prêtes à nous soutenir. Puis après, voilà. Mais on a de la chance ici, on est sur un territoire industriel, dynamique. Voilà. Très brièvement, on a plusieurs questions pour récapituler sur le modèle de l'école. Un, est-ce que les jeunes sont rémunérés? Deux, les types de diplômes qui sont délivrés, c'est bien CAP, Bac Pro. Et la troisième question, c'est est-ce que l'évaluation est faite de manière, en formation continue ou une note finale? Alors, la première question, c'est les écoles de production sont des écoles gratuites. Donc, l'argent ne doit pas être c'est pas un sujet pour rentrer dans une école de production. De la même façon que notre internat, il est payant, mais il est fonction du quotient familial. Enfin, l'argent ne doit pas être un frein pour l'accueil des jeunes. Donc, la scolarité est gratuite, mais les jeunes sont en statut scolaire, ils ne sont donc pas payés. Voilà. On n'est pas en alternance, on fait de l'apprentissage, parce que c'est quand même si ce n'est pas au sens juridique du terme de l'apprentissage, c'est une certaine forme d'apprentissage. Voilà. Mais donc les jeunes ne sont pas rémunérés. La deuxième question, c'était, oui, donc les jeunes sont formés pour passer le CAP et le Bac Pro. À la limite, on s'en fout du CAP et du Bac Pro. Ce qu'on cherche, nous, c'est de l'insertion professionnelle. Bon, en attendant, pour les jeunes comme pour leurs familles, comme pour les industriels, le fait d'avoir une référence de l'éducation nationale, un CAP, un Bac Pro, et puis pour pouvoir éventuellement poursuivre des études derrière, c'est indispensable de rentrer dans un système normé
Et ce système normé, c'est celui de l'éducation nationale. Donc oui, on forme nos jeunes au CAP et au Bac Pro. L'an dernier, nos jeunes ont passé le CAP avec 100% de réussite et on espère bien que ce sera la même chose encore cette année. Voilà. La troisième question, c'était… Alors, pardon, je rectifie, on me pose la question, est-ce que le contrôle est effectué en cours de formation? Alors, donc comme les CAP et les Bac Pro, on a un examen final. Voilà. Et donc, ici, on n'a pas de notes. Les jeunes ne sont pas notés à proprement parler. En revanche, ils savent très bien où ils en sont dans leur cursus de formation, parce que toutes les semaines, chaque jeune est vu par son prof principal, lequel prof principal est le maître professionnel, donc qui assure la vision d'ensemble. Et on fait le point sur là où on en est, ce qui va, ce qui ne va pas. Il a son carnet de formation qui lui permet de savoir s'il est à la rue en maths ou si la progression est normale. Donc, on s'intéresse à la progression du jeune pour l'amener vers son insertion professionnelle. Et le 2, le 6 ou le 18, voilà. C'est pas comme ça qu'on met la pression sur nos jeunes. Merci. Pour compléter, si vous voulez, excusez-moi. Pour compléter sur la partie à la fois examen et relation avec l'éducation nationale, la très grande majorité des écoles de production sont reconnues pour être centres d'examen. Ce qui veut donc dire que l'éducation nationale reconnaît l'école de production pour pouvoir faire passer l'examen final dont vient de parler Antoine Bossan. Et il y a même des écoles de production qui vont accueillir des candidats, en étant le jour de l'examen, qui vont accueillir des candidats libres. Hein. D'accord. Mais effectivement, pas de CCF, tout en contrôle ponctuel. Merci pour ces précisions. Je donne la parole à Thierry Veil, pilote de l'Observatoire, qui a aussi quelques questions. Merci beaucoup. Vous nous avez convaincus de l'excellence du modèle. Donc, évidemment, je vais plutôt vous poser des questions sur les limites. Alors, une question d'échelle. Il y a 800 000 jeunes par classe d'âge, dont 15% au minimum sont mal à l'aise avec leur scolarité. Ça fait un vivier de 120 000 jeunes difficiles à récupérer, dont au moins 10%, voire plus, trouveraient peut-être leur place dans l'industrie. Et vous nous avez indiqué que l'ambition, une centaine d'écoles de production, donc un flux de 120 000, donc on est à 1% des décrocheurs et au mieux à 10% de ceux qui auraient vocation à en profiter. Donc évidemment, on se pose des questions sur, puisque ça marche aussi bien, où est la limite et comment l'étendre. Alors, je suppose qu'il y a une limite budgétaire. Est-ce que vous avez, enfin, je pense que vous, quel est l'ordre de grandeur du coût par élève et comment ça se compare à un élève en lycée professionnel ou en CFA. Vous avez insisté sur le rôle clé que jouaient les maîtres professionnels. Est-ce que vous les trouvez facilement? Est-ce que ça peut être rapidement une limite que les écoles de production étaient destinées à se développer? Est-ce que de plus en plus d'entreprises imaginent, surtout si les carrières deviennent plus longues, faire du mécénat de compétences? Est-ce qu'il y a des sources et éventuellement là-dedans? Donc, qu'est-ce qui vous empêche de faire des petits, je dirais, et de passer à l'échelle encore plus rapidement, vu la manière dont vous répondez aux besoins? Et une toute dernière question, alors c'est peut-être un peu tôt, en tout cas pour Cholet, mais peut-être pas au niveau de la fédération, le devenir des élèves, parce que on parle toujours de l'enseignement professionnel qui aurait beaucoup plus la cote en Allemagne ou en Suisse qu'en France. Enfin, en Allemagne aussi, beaucoup préfèrent avoir un gendre neurochirurgien plutôt qu'ajusteur. La différence, dit-on, c'est qu'il est beaucoup plus facile, quand on est ajusteur à 25 ans en Allemagne, de faire carrière et de progresser. Vous nous avez indiqué que c'était aussi le cas si on allait s'embaucher dans la marine, mais ce n'est pas le cas de tous les employeurs. Donc, est-ce qu'on sait déjà un peu ce qu'il advient de ces élèves? Est-ce que ce qui pourrait rendre les écoles de production encore plus sexy, c'est tu vas être chaudronnier, mais tu feras peut-être autre chose après? Alors, je vais commencer par la fin. Le devenir des élèves de l'IFTO, je ne peux pas vous en parler parce que voilà.
On est encore trop jeune. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les chefs d'entreprise dans le Choletais, ils n'ont pas tous fait Polytechnique, hein. Et il y a la moitié des chefs d'entreprise que moi je rencontre au quotidien qui sont des gens qui ont une formation de niveau CAP. D'ailleurs, c'est aussi ces gens-là que nos jeunes rencontrent. Donc, je suis pas du tout inquiet sur le devenir de nos élèves. Et tous ne seront pas chefs d'entreprise. Mais ce qui est sûr, et c'est ça ce qu'on essaye de leur apprendre, c'est de les ouvrir sur le monde, de leur donner de l'appétit pour y aller. Et donnez-vous, ayez des ambitions. Et ils arrivent, quand ils rentrent dans une école de production, beaucoup sortent d'une situation d'échec, où on leur a expliqué qu'en fait, ils étaient mauvais. Bon, bien sûr que non, ils ne sont pas mauvais. Et donc, ils sont pleins de capacités. Donc, ils reprennent confiance en eux. Et une fois que vous avez confiance en vous, ben, il n'y a plus rien qui est capable de vous arrêter. Donc je ne suis pas inquiet pour leur avenir. S'ils ils ont des envies, ils y arriveront. Le recrutement des maîtres pros, bien sûr, c'est un sujet. Sur des métiers en tension, c'est un sujet. Notre chance, c'est qu'on leur propose quelque chose qu'on leur propose nulle part ailleurs, c'est-à-dire qu'on leur propose d'exercer leur métier industriel qu'ils aiment, et en même temps de l'exercer différemment et de faire de la transmission. Mais sans abandonner ce métier d'industriel. Et en fait, ça répond à l'attente d'un certain nombre d'entre eux. Je ne dis pas que c'est facile, mais jusqu'à présent, on y arrive. Après, c'est vrai que ça peut être une limite si on finit par. Mais c'est pour ça que j'en reviens au sujet initial qui était de dire il faut qu'on réfléchisse sur la transmission. On a parlé des retraites et là, machin, pendant des semaines et des mois. Bon, nos anciens, on parlait de décédats de compétences, nos anciens, on peut les intéresser à ce genre de choses. On peut avoir une vision différente de la formation. Aujourd'hui, ce n'est pas notre modèle. Peut-être qu'on peut évoluer. Bon. Donc, moi, je pense qu'il y a sans doute une partie de la réponse là-dedans. Donc, oui, les maîtres pros, c'est un sujet. Ensuite, sur le modèle, évidemment que ce modèle, il est bon. Et moi, je suis convaincu que non seulement il est bon, il correspond, une fois encore, à un vrai besoin de nos jeunes, besoin des industriels. Après, le modèle économique des écoles de production, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On voit bien que c'est un sujet, parce que ce sont des écoles privées hors contrat, donc elles ne rentrent pas dans le modèle standard. Nous, les OPCO, on ne les connaît pas. Bon. Or, le modèle standard, là où l'argent de l'État et des entreprises, puisqu'elles financent, il est fléché vers les OPCO et ensuite il est redistribué vers les centres de formation. Et nous, on ne rentre pas dans ce dispositif-là. Bon. Donc, on est en train de montrer que c'est un modèle qui est intéressant. Et donc, moi, je suis persuadé que dans l'avenir, sans doute, les choses vont évoluer parce que c'est quand même très compliqué de se développer tout en restant extérieur au modèle tel que la France l'imagine aujourd'hui. Je sais pas, je sors un peu de mes prérogatives de président d'une petite école de production et Patrick répondrait sans doute mieux à cette dernière question du modèle. Je confirme et je m'inscris dans ce que tu dis, Antoine. Effectivement, le développement, il faut qu'on le sécurise parce qu'en tant que président, chaque école est gérée par une association loi 1901. Donc, qu'il n'y ait pas de confusion, mais je pense qu'il n'y en a pas eu. Quand on dit vendre la production, c'est pas pour sortir, alors si, c'est pour sortir à terme un peu de bénéfices, mais qui ne sera pas réparti
vers les bénévoles de l'association. Il sera utilisé pour renouveler le parc machine. Mais ce modèle économique, effectivement, il est clé. Il est public-privé. On a besoin de sécuriser la partie publique et, comme l'a dit Antoine Bossan, les régions peuvent réagir différemment selon leurs priorités de développement des filières métiers. Il y avait une question, j'ai vu tout à l'heure, sur l'implantation aussi déjà des filières existantes. Donc, il faut toujours savoir répondre localement. Mais on est effectivement dépendant des fonds publics sur la partie financement région. On a une convention pluriannuelle avec l'État et en l'occurrence le ministère du Travail. Et après, la partie privée, représentée par les entreprises, il y a le point dont on a parlé régulièrement, qui est la partie production. C'est le lien et c'est le coup de tampon de validation que donnent les entreprises en disant oui, effectivement, c'est de la bonne qualité. Potentiellement, ça veut dire que je vais embaucher demain. Après, il y a la partie de la taxe d'apprentissage. Toutes les écoles de production peuvent percevoir le solde de la taxe d'apprentissage. Mais enfin, depuis quelques années, ce solde, il est très mouvant. Les modalités de collecte et de redispatching de cette enveloppe font qu'il faut adapter régulièrement le modèle. Vous avez parlé du coût. Donc, je vais donner un chiffre qui a un avantage, c'est d'être une moyenne, et qui a un inconvénient, c'est d'être une moyenne. Donc, il va couvrir d'énormes disparités. Le coût moyen à peu près de formation annuelle d'un élève en école de production, on va dire, je vais le faire simple, il va tourner autour de 15 000 €. Mais il va prendre une globalité, c'est-à-dire qu'il va même prendre le bâtiment. Donc, ça va être un peu que l'école soit propriétaire ou que l'école soit en location du bâtiment. Donc, ce coût, pour le comparer à un coût de scolarité, un coût de revient, le terme n'est pas beau, mais bon, en tout cas, le coût de scolarité d'un jeune en lycée pro, il doit être à 12 008 ou, alors ça, ce sont des chiffres qui doivent dater de 2019, 12 800 ou 13 000. Mais attention, là, il n'y a pas les bâtiments, étant donné que les bâtiments sont déjà pris en compte par la région. Donc, on est, si on peut dire, concurrentiel complètement sur un modèle qui est également porté par le local et par les entreprises locales. Ça, c'est important. Oui. Les offres d'emploi, on a une grande majorité des écoles, spécialement dans le domaine industriel, qui vont avoir jusqu'à 5 à 6 offres d'emploi à proposer à chaque jeune à la sortie. Jusqu'à 5-6 offres d'emploi à chaque jeune à la sortie de sa scolarité, du CAP ou du bac pro. Même si on incite les jeunes à aller jusqu'au bac pro, déjà pour qu'ils passent le cap des 18 ans, étant donné qu'ils vont être recrutés, ils vont rentrer à l'âge de 15 ans. Donc, une session de CAP, c'est 2 ans. Continuer en bac pro dans une école de production, c'est 2 ans supplémentaires. Donc, ça permet de passer les 18 ans. Ça permet de développer encore plus ce qu'on a appelé là, le savoir-être, et puis bien sûr les compétences techniques, métiers qui sont demandées par les industriels. Voilà, après, je ne reviens pas sur le recrutement des maîtres professionnels. Évidemment que c'est un point crucial. Il faut la bonne personne. C'est une perle rare qui va s'épanouir quand il sera dans ce poste. Il va s'épanouir, mais il faut savoir aller les chercher. Et comme on est généralement en formation sur des métiers en tension, vous comprenez bien que le sujet est aussi complexe. Il y a le sujet des bâtiments, d'où l'importance d'être avec les agglos, les Comcom, etc., qui peuvent aider à mettre à disposition des bâtiments. Donc, c'est un nombre d'éléments à faire converger, qui n'est pas neutre, mais qui après, effectivement, donc est-ce que c'est ce qui donne un potentiel de développement? J'en sais rien. En tout cas, couvrir les 15% de jeunes qui sont en difficulté avec le système scolaire par année, ça me paraît un objectif non atteignable. Il faut qu'il y ait d'autres formes qui existent, qui puissent compléter le lycée professionnel, qui puissent compléter l'apprentissage, compléter les écoles de production. Il n'y a pas un jeune, une solution, mais c'est un jeune, plusieurs solutions à proposer.
Merci beaucoup. On va prendre une question de Vincent Charlet, délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Bonjour et merci pour la présentation. Ma question porte sur les flux d'effectifs, les cohortes et la démographie. Euh, sur la formation professionnelle, on entend le mot pénurie tout le temps. C'est-à-dire que les entreprises ont du mal à recruter, vous avez éventuellement du mal à trouver des maîtres d'apprentissage. Dans l'ensemble, l'univers de la formation pro a plutôt du mal à remplir ses classes, d'après ce que j'ai compris. Je ne sais pas si c'est le cas des écoles de production ou si vous avez beaucoup de demandes par rapport au nombre de places dont vous disposez. Mais ce que j'ai entendu dire aussi, cette fois-ci côté éducation nationale, c'est qu'en fait, parmi tous les élèves qui se demandent si l'enseignement général est fait pour eux, seule une petite partie, une très petite partie, ont des chances d'accéder à la formation pro type école de production. Alors certes, il y a des questions de niveau d'information, qualité de l'information auprès des familles, auprès des établissements, c'est sûr, mais il y a aussi le fait que pour la plupart d'entre eux, le projet n'est pas mûr. Et moi, ce que j'entends dire dans les établissements scolaires, c'est ce gamin-là aujourd'hui, vu ses problèmes de comportement ou d'implication dans le travail, ou c'est même pas la peine de commencer à établir un projet de formation professionnelle, ça passera pas, il sera pas accepté. Et autrement dit, vous avez parlé de l'importance des savoir-être. Dans Vaut mieux, on voit l'importance de la sécurité au travail, et à 15 ans, on ne rigole pas avec ça. Vous avez forcément une sorte d'exigence à l'entrée en termes de sérieux, d'implication dans le travail, faute de quoi le projet de formation ne peut pas fonctionner. Moralité, est-ce que vous êtes, vous aussi, en situation, si j'ose dire, de choisir vos candidats, de sélectionner vos candidats, et par différence, est-ce qu'il n'existe pas aujourd'hui des jeunes qui, faute de dispositifs ou de sas de maturation tout court et de maturation du projet professionnel, n'ont aujourd'hui pas de voie d'évolution, que ce soit dans l'enseignement général ou de la formation? Alors, d'abord, alors, le choix pour l'instant, pas vraiment. Donc, on vous l'a dit, la façon de sélectionner, c'est le stage. Donc, le gamin, il vient faire un stage, il reste entre 3 et 5 jours là, dans l'école, et à l'issue, il nous dit, et en général, on est d'accord, je viens ou c'est pas fait pour moi. Globalement, faire un stage chez nous, c'est déjà avoir fait 90% du choix. Ensuite, ce que vous notez, c'est que le comportement des jeunes dans l'atelier et en dehors de l'atelier, c'est pas le même. Le jeune, quand il est dans l'atelier, il est dans son univers. Ça, c'est chez lui. Ça, c'est le truc. Et on n'a pas de problème. Bon, évidemment, c'est les généralités, donc ce que je vous dis est faux, mais on n'a pas de problème de comportement en atelier. On n'a pas de problème de sécurité en atelier. Et les gamins, c'est leur machine. Donc, ils sont briefés sur la sécurité, mais ils en sont conscients. Ils sont capables de vous expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, et que ça, il ne faut pas le faire, et que voilà. Donc, ils se comportent, même s'ils ont 15 ans et qu'ils sont très immatures, pour plein d'autres aspects, ils se comportent dans l'atelier comme des pros. Bon, je ne vous peins pas un truc idéal et tout ça. Honnêtement, voilà, c'est ça ce qu'on voit. La première année, on n'avait qu'une promotion, on faisait toutes les formations français, maths, dans l'atelier. Donc les gamins, ils avaient des chaises sur roulettes, et quand on faisait le cours de maths, on le faisait au milieu des machines. Quand on faisait le cours de français, au milieu des machines. Le gamin, vous le prenez, vous le mettez dans une salle de classe standard, voilà, c'est ça l'attitude. Il est allongé sur son siège, à moitié vautré, machin. Quand il est dans l'atelier, il n'a pas ce comportement. Donc,
c'est pour ça que quand je vous parlais de contextualiser, c'est très important, il faut arriver à rattacher le maximum de choses à l'atelier, parce que l'atelier, c'est son univers, c'est là où il s'est développé, c'est là où on lui a fait confiance, c'est là où… Voilà. Euh, donc, donc l'atelier, c'est vraiment important, et en fait, leur immaturité, elle s'exprime pas par là. Un autre truc qui a été très amusant, euh, on était très contents, première année, hein, toujours, très contents du niveau des jeunes atteints en termes techniques. On fait un CAP blanc, première année, une boucherie. Le truc, une boucherie. Eh bien, en fait, ils n'étaient pas prêts à se retrouver tout seuls derrière sur leur établi. Parce que on leur avait appris en permanence que ce qui était fondamental, c'était le travail d'équipe, que l'individu s'efface d'un truc, que s'il y a un succès, il est collectif. Bon. Et là, quand on le mettait tout seul derrière son établi, Marcel, je le prends truc ou comme ça Ben non, tu prends comme ça, oui, d'accord. Ça, c'était plus possible. On ne pouvait plus s'adresser aux copains pour… voilà. Et alors là, tout, tout, tout s'effondre. Et on fait n'importe quoi parce on a perdu ses repères. Donc, ça nous a amené à nous remettre en cause sur… Parce qu'il y a quand même un moment où il faut être capable de se débrouiller tout seul aussi. Mais, donc, euh, dans un atelier, ils se comportaient comme une équipe. Voilà. Quand je ne sais pas, quand même le bon réflexe. Quand je ne sais pas, je demande à côté. Et je vais voir. Parce que les gars, on essaye… vous n'êtes pas bon dans tous les domaines. Et il y a des domaines dans lesquels vous êtes bon, puis vous vous exprimez bien. Et ben, parmi les copains, celui qui est bon en soudure, c'est quand on a un sujet, on va lui dire, et c'est lui qui va vous aider. Voilà. Bon. Et même chose, l'autre va venir le voir, parce que pour le format, je lui dis… Bon. Et donc ça, ben, quand vous êtes tout seul de votre établi, c'est plus possible. Mais quand même, c'était finalement assez positif comme retour. C'était qu'ils étaient capables de s'organiser en équipe et de progresser ensemble. Nous, c'était quand même notre objectif initial, bon, avec quelques voilà, des déboires qui étaient celui que je viens de vous dire. Mais donc, on a des jeunes en atelier qui sont performants, qui sont épanouis, et voilà. Donc ça, c'est le cœur le cœur de l'école de production. Après, c'est vrai que c'est difficile de demander à un gamin qui est en quatrième et en troisième ce qu'il veut, etc. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Le gamin qui est en quatrième ou en troisième, on ne lui demande pas si ce qu'il a envie, c'est de faire fonctionner sa tête avec ses mains. On lui dit il faut qu'il passe en seconde générale ou c'est la mort, ou c'est l'échec, ou c'est que c'est un mauvais. Et c'est ça le système aujourd'hui. Bon, alors, évidemment, ce que je vous dis une fois de plus, c'est une généralité, donc on va trouver plein de contre-exemples. Mais globalement, c'est quand même comme ça que ça se passe. Donc, donc non, on ne leur facilite pas du tout la réflexion sur l'orientation. Et d'ailleurs, les professeurs de collège connaissent. Alors moi, Patrick en a parlé tout à l'heure, les écoles de production, elles ne sont pas toutes tournées vers le monde industriel. Moi, c'est mon truc. Bon. Mais dans les collèges, les profs, non seulement ils ne connaissent pas le monde industriel, voire c'est le diable. Donc, ils ne sont pas tournés vers le monde industriel. Donc, ça, c'est un vrai sujet, parce que ben, les élèves, en matière d'orientation, ils commencent par se tourner vers leurs professeurs, et c'est bien normal. Mais quand on a des professeurs qui méconnaissent absolument ce milieu-là, ben, ça ne facilite pas les choses. Et qui n'ont pas forcément une opinion très élevée de ce qui se passe dans le milieu de la formation professionnelle, enfin, ou de la formation technique, et ben, ce n'est pas non plus un facteur facilitant. Et nous, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui arrivent ici, ce ne sont pas du tout
tous des décrocheurs, ou etc. En revanche, ce sont tous des jeunes en souffrance, voire en grande souffrance. Et on a eu des trucs, on pourra en discuter tout à l'heure, on a découvert des choses, moi je n'imaginais même pas que ça existait. Bon. Donc c'est des jeunes là qui ont 15 ans, qui ne vont pas bien du tout. Ça, c'est pas normal. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, on a encore beaucoup de questions. Donc, avec l'équipe d'Intercommunalité de France, de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et de la Fabrique d'industrie, on a la chance de pouvoir rester toute la journée donc à Cholet. Merci à nos 3 intervenants d'avoir été présents et d'avoir répondu à l'ensemble des questions. Merci bien sûr à l'ensemble des participants d'avoir assisté ce matin à ce webinaire. Et